Allez, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence pour ce dernier webinaire de la journée, journée consacrée à la facturation électronique. Donc, si on fait un petit récap, on a eu ce matin deux interventions. La première sur la DGFiP, sur les principes de base de la réforme. Ensuite, on a enchaîné avec un exemple de plateforme avec Ceres DocaPost. En début d'après-midi, un petit coup de logiciel pour voir comment ça se passe du côté des éditeurs avec l'exemple de BP. Et puis, un interlocuteur incontournable des entreprises, ben, c'est le comptable, les experts comptables. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la Ouais. fin, voilà. Donc, on a souhaité voir un petit peu du côté comptable, expert comptable, comment ça se passe et comment ça va se présenter pour nos entreprises, hein, pour cette réforme qui est très, très importante. Et donc, on a la chance d'avoir Fabien d'Ordre des experts comptables qui va assurer la petite présentation. Donc, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître la logique. On est en mode webinaire, donc on ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous entendre, mais on veut bien vous lire. Voilà, donc vous avez en bas le petit outil de questions-réponses, hein. On va faire avec, comme d'habitude avec David, le relais de vos questions. Le timing, on se donne, je ne sais pas, Fabien, à peu près Petite heure. ouais, une heure à peu près, hein, quelque chose près, hein. On peut faire plus, hein, c'est pas grave, mais Les Bon, fa- on aura le temps des questions, des échanges. Je pense que 40 minutes de présentation, ça sera Ouais. déjà Sou- ouais, conséquent. ouais, Souvent, en fait, on amène plutôt les questions en quasi, enfin, pas en temps réel, mais Réel, on pas de essaie souci. de les regrouper. Ouais, ça rend le truc un petit peu plus vivant. Donc, juste vous rappeler également donc, que la fine équipe que vous avez à votre service en BFC, donc on a une représentation complète sur l'ensemble de la BFC. Et donc on est là pour vous accompagner. Et puis on va surtout laisser la parole à Fabien pour voir comment maintenant la réforme se prépare et s'organise du côté des experts comptables. voilà. Voilou, voilou. Merci beaucoup. Allez, On on coupe nos disparaît. micros, on disparaît, mais on est là. Voilà. Donc, Super. sur le thème comment les experts comptables imaginent la mise en place de cette réforme de facture électronique. Donc, je suis Fabien Masson, je suis expert comptable à Besançon et pour ma part élu au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables et en charge dans ce Conseil régional de toutes les questions qui ont attrait au numérique. Et donc, du coup, j'ai tiré le gros lot pour ma mandature puisque je tombe pile poil dans la mise en place de la facturation électronique. Bonne pioche. Bonne pioche. C'est bien, c'est Et, passionnant, et ceci le dit. mandat, il dure combien de temps, Fabien? Oui. Et ça dure combien de 4 temps? ans. 4 ans. 4 ans. Eh ben, Donc, ça tombe pile poil. voilà. J'ai fait une année et puis il m'en reste 3. Dans l'ordre du jour et le menu que je vous propose, en entrée, un petit rappel sur les grands principes de la réforme pour pouvoir en plus un peu plus expliciter. Ensuite, le plat principal qui est l'accompagnement de l'expert comptable vis-à-vis des entreprises. Et ensuite, en dessert, traiter pourquoi c'est si important cet accompagnement avec quelques cas d'usage et notamment la problématique d'inscription à l'annuaire. Et pour le café, on fera les questions-réponses. C'est Voilà. ça. Et donc, rappel de la réforme, déjà, qui est concerné par la réforme? Parce que un certain nombre d'entreprises se sentent pas forcément concernées par ce sujet-là, parce que la réforme parle bien d'assujettis à la TVA en France. Elle ne parle pas forcément que des redevables. Et il se trouve qu'on peut être assujetti à la TVA, mais non redevable de la TVA parce que notre activité est dans le champ d'un des textes d'exonération de la TVA. C'est notamment le cas des prestataires de santé. Un médecin, il est hors champ d'application de la TVA pour son exercice, mais il reste assujetti. Et donc, ça veut dire qu'un professionnel de santé est concerné par la réforme de la facturation électronique
pas pour émettre des factures, puisqu'il n'en émet pas avec TVA, mais par contre pour les recevoir. C'est-à-dire que vous, de votre côté, quand vous êtes entrepreneur ou artisan et que vous avez à facturer un médecin, eh ben, le flux de votre facture passera bien par la facturation électronique, même si la personne qui est en face n'est pas un redevable de la TVA. C'est la même chose pour les SCI qui abritent des locaux à usage d'habitation nue, donc les logements euh, pour les particuliers. Ben, c'est exonéré de TVA au sens des articles 261 du CGI. Pour autant, ce sont des assujettis. Donc les non-assujettis et donc ceux qui ne sont pas concernés par cette réforme, il n'y a que trois catégories. Les particuliers, les personnes physiques particuliers, les associations qui ont un objet exclusivement non commercial, donc certaines fondations, associations, et toutes les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas établies en France. Donc ça restreint quand même beaucoup le champ des typologies d'acteurs qui ne sont pas assujettis à cette facturation électronique. Pour tous les autres, la réforme s'applique. Et ça, je crois qu'on peut, hein, on l'a déjà dit ce matin, on va le redire, toutes nos entreprises sont concernées par la réforme. Oui. Hein, ouais. Et bon nombre d'acteurs aussi que vous seriez amené à facturer et qui disent non, non, mais moi, donnez-moi la facture en PDF ou en papier. Ben, c'est pas possible. Ils auront l'obligation de la recevoir via une plateforme. Pourquoi? Parce que il faut pas se tromper. La réforme de la facturation électronique, je le dis souvent comme ça, c'est une réforme de boîte aux lettres. C'est un service postal qui a été mis en place tous les sujets sont comment une entreprise A envoie une facture à une entreprise B et de manière dématérialisée. Donc, quelle est la boîte aux lettres dans laquelle il dépose la facture et quelle est la boîte aux lettres dans laquelle l'entreprise acheteuse va récupérer cette facture. Donc, euh, après quelques atermoiements de l'administration fiscale, le choix a été fait de laisser la gestion de ces boîtes aux lettres et du transport postal aux seuls acteurs privés qu'on a appelés les plateformes agréées maintenant, PDP initialement, mais maintenant elles s'appellent plateformes agréées. Ça veut dire que toute entreprise assujettie à une facturation, à la facturation électronique, doit avoir à sa disposition une plateforme agréée pour poster ses factures et un service de plateforme agréée pour aller chercher les factures dans la boîte aux lettres. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la réforme, ce transport des factures entre deux plateformes agréées. Accessoirement à ça, ou en parallèle de cela, l'administration fiscale a mis en place deux choses. Premier, un annuaire, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre une facture dans une boîte aux lettres, eh ben, il faut qu'il y ait une adresse sur cette boîte aux lettres. Donc c'est l'annuaire de l'État qui gérera tout cet adressage de plateformes entre les sociétés. Et donc, moi, j'indique que j'envoie une facture associée à tel numéro sirène et c'est l'annuaire qui saura expliquer l'adressage et sur quelle plateforme doit aller la facture que j'ai déposée. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le concentrateur de données parce que l'objectif de cette réforme-là, au-delà du transport, est bien un objectif de lutte contre la fraude à la TVA. Et donc, l'administration fiscale souhaite par ce biais-là recevoir toutes les données liées à la facturation et toutes les données liées au paiement et à l'encaissement de ces factures. Donc, c'est systématiquement le concentrateur de données qui va récupérer toute cette information pour le donner à l'administration fiscale et le concentrateur de données sera alimenté par les plateformes agréées. Donc ça, c'est le schéma qu'a instauré cette réforme électronique, des factures électroniques. Il faut bien avoir en tête qu'elle ne traite pas, en aucun cas, elle ne traite pas de comment je viens déposer
ou alimenter la boîte aux lettres d'émission et comment je viens chercher mon enveloppe ou ma facture dans la boîte aux lettres en réception. Donc le lien entre les logiciels de gestion et les plateformes agréées n'est pas traité par la réforme de la facturation électronique. Donc, il y a eu des initiatives, on en va y revenir, des initiatives autour de cette réforme-là par des acteurs tels que la Fédération nationale de la facture électronique et l'AFNOR, ou des initiatives qui sont à l'échelle européenne avec un système qui s'appelle PayPal. Mais aujourd'hui, dans le texte de la réforme, rien n'est explicité ou rien n'est imposé sur la façon dont l'entreprise va faire le lien entre ses logiciels de gestion et c'est la plateforme ou les plateformes qu'elle a choisies comme support de la facture électronique. Donc voilà en entrée les rappels que nous souhaitions faire pour pouvoir évoquer pourquoi un accompagnement par les experts comptables de cette réforme-là. Alors, classiquement, les experts comptables sont le lien entre les entreprises et l'administration fiscale. C'est d'ailleurs comme ça que l'Ordre des experts comptables a été créé il y a 80 ans. Et donc, dans ce cadre de la réforme de la facturation électronique, l'administration fiscale compte aussi beaucoup sur la profession comptable pour aider les entreprises à la mise en œuvre, puisque plus vite la mise en œuvre se fait, plus vite c'est l'objectif de lutte contre la fraude à la TVA qui se met en place pour l'État, donc l'espérance de rentrées fiscales supplémentaires dans les caisses de l'État. Juste pour une petite anecdote, en Italie, dans les 6 premiers mois de la mise en place de la facturation électronique en Italie, l'État italien a vu ses recettes de TVA augmenter de 3 milliards par mois, qui explique Ah, c'est énorme. ouais, ce qui explique l'insistance de l'administration fiscale française à la mettre en place. On était On a trouvé les 40 milliards. presque, ouais. C'est- On, on était avec la numéro un de la DGFiP la semaine dernière qui nous a très clairement expliqué que là maintenant c'est parti, le calendrier 1er septembre 2026 sera et 27 seront respectés et Hmm. que ça sera fonctionnel et ça marche. Ouais, ils peuvent pas, Ce qui peut ils peuvent pas faire expliquer, marche arrière là. C'est plus ouais. Ouais. possible. Hmm. Et puis ce qui peut expliquer ce que la DGFiP nous a dit, c'est que les amendes, elles vont tomber, hein, en plus. Oui, 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 oui. oui. Avec, ils l'ont sorti en décret là, il y a début de semaine dernière, avec un doublement de l'amende si c'est pas respecté, c'est pas mis en conformité dans les 3 mois. Alors, le premier point sur lequel votre expert comptable ou les experts comptables peuvent aider dans l'entreprise, s'assurer déjà que le système de génération des factures de vente est en conformité avec les obligations de la facturation électronique. On met en exergue ici trois sujets. Le premier, c'est déjà sur le format. Une facture électronique n'est pas un PDF, une facture électronique n'est pas l'édition d'un fichier Excel ou Word. Une facture électronique est bien un fichier informatique normé. Trois standards sont possibles aujourd'hui. FactureX, qui sera, je pense, le plus répandu, UBL ou C2I. FactureX, c'est d'un point de vue technique, un fichier PDF amélioré, puisqu'il y a l'image PDF de la facture, plus un fichier qui est attaché avec toutes les données de la facture. Donc, il faut avoir des systèmes informatiques qui permettent d'éditer des factures qui soient dans ces formats-là. Si tel n'est pas le cas, certaines plateformes proposeront la transformation d'un fichier PDF par lecture d'OCR, de caractères,
de transformer ce fichier PDF en un fichier facture X, mais le coût de transformation sera significatif. Il faut pas se leurrer. Donc ça, c'est le premier point. Un certain nombre de logiciels ne sont pas forcément prêts encore à ça ou en conformité pleine et entière sur le syntaxique des fichiers standardisés. La deuxième, la deuxième, ou le deuxième point d'attention, c'est que pour pouvoir adresser correctement les factures et pour pouvoir traiter correctement les informations issues de ces factures, l'administration a augmenté le nombre de mentions légales obligatoires sur une facture par rapport à qu'on se connaissait avant. Et aujourd'hui, on est à 34 mentions obligatoires sur une facture. Donc, c'est un des points de conformité qu'on est aussi en capacité de vérifier. Est-ce que votre système et l'utilisation de votre système fait que vous gérez correctement les 34 mentions obligatoires? Et dans ces mentions obligatoires, j'en mets une surtout en exergue de manière forte, c'est le numéro sirène du client. Il y a beaucoup, enfin, c'est une évidence que pour pouvoir facturer maintenant, dans le cadre d'une facture électronique, un assujetti, il faut indiquer sur la facture le numéro sirène. Donc, ça veut dire que vos bases clients dans vos logiciels de facturation doivent être mises à jour avec le sirène des clients que vous facturez. Et puis, dernier point, un contrôle sur la capacité du logiciel de facturation à pouvoir communiquer plus ou moins bien avec une plateforme agréée de facture électronique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de connecteurs divers et variés, mais la réalité du terrain montre que c'est très, très restreint et très monolithique entre les systèmes de gestion et les plateformes agréées pour le moment, puisque justement, la réforme n'ayant pas traité ce sujet-là, ce sont que des initiatives euh, privées qui permettraient de créer ces connecteurs. Donc ça, c'est le premier des points d'aide. Le deuxième, c'est choisir une plateforme agréée et, et s'assurer qu'on est capable de traiter tous les cas d'usage dans l'activité au quotidien de l'entreprise avec cette plateforme agréée. Pour rappel, à ce jour, on a 107 plateformes qui sont candidates à l'agrément définitif. Donc, elles ont déjà été pré-agréées par l'administration fiscale. Maintenant, elles doivent démontrer qu'elles sont en capacité d'être en conformité avec tous les aspects de la réforme d'un point de vue exploitation. Donc, 107 plateformes, ça fait une belle jungle sur laquelle il y a moyen de se perdre entre les diverses propositions de services qui vont être associées à ça. Donc, quand on parle de plateforme agréée, c'est en premier lieu un service de base qui est le transport de la facture. Donc, tout le monde va proposer ce même service de base. Sauf que sur ce service de base, les éditeurs de plateformes ont bien compris que ce n'était pas là-dessus qu'ils allaient créer de la valeur ajoutée ou gagner leur vie. Donc, associé à ça, ils ont multiplié l'offre de services avec des fonctionnalités diverses et variées qui ne sont pas proprement dit attachées à la réforme de la facture électronique, mais qui font partie de la gestion des entreprises. Donc, certaines ont ajouté des services de facturation, d'autres des services de paiement ou d'encaissement en ligne, etc., etc. Et donc, du coup, l'offre de ces plateformes agréées est très diverse et variée, très hétéroclite, hétérogène, quand ce soit en capacité fonctionnelle que jusqu'en tarification.
Au niveau du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, une cellule dédiée à cette facturation électronique, euh, nous met à disposition un comparatif détaillé des différentes plateformes, de leurs fonctionnalités, de leur mode de tarification, de leur actionnariat, etc., pour qu'on puisse proposer et choisir en connaissance de cause vers quelle plateforme on va fonctionner. Donc, pour choisir, le plus important, c'est de bien connaître les flux internes de l'entreprise. Comment je fais mes factures de vente? Quelle typologie de facture de vente j'ai? Est-ce que j'ai de la vente directe B2B? Est-ce que j'ai aussi de la vente euh, euh, via une marketplace en site web ou etc. Est-ce que j'ai pour mes achats un workflow, un processus de validation de ces achats? Qu'est-ce que dans mon quotidien, j'ai des notes de frais? Qu'est-ce qui peut être compliqué aussi à gérer? Est-ce que j'ai un logiciel de gestion de production qui doit récupérer l'information sur mes factures? Enfin, tout le système informatique et processus interne de l'entreprise doit être étudié pour que la plateforme agréée vienne au mieux s'insérer dans ce schéma-là. Très bien, on parlait d'un comparatif, il est accessible, comment ça se passe? Non, c'est une base de données interne aux experts comptables. On essaiera de Aujourd'hui, voir comment on essaiera de voir si on peut, comment on peut échanger, peut-être. peux poser la question, mais aujourd'hui, c'est Usage euh, interne. un, c'est usage interne sur l'intranet des experts comptables. Oui. Euh, et donc, déjà, voir si, à la connaissance du diagnostic des flux, etc., ça va de fait éliminer certaines entreprises. En termes de plateformes, ça va éliminer certaines plateformes, puisque il y en a qui se positionnent plus sur les grandes entreprises avec les liaisons avec des ERP significatives, d'autres qui seront plus destinés TPE, d'autres avec certains services de paiement ou etc. Donc ça, c'est le premier des points, diagnostic pour pouvoir choisir la plateforme. Ensuite, la tarification, puisque on peut se retrouver avec une tarification liée à la facture ou à de l'abonnement, etc., et se retrouver à acheter des services dont on n'aurait pas besoin. Donc, d'avoir la bonne adéquation entre le besoin et les services rendus par la plateforme et son prix. De la même manière, si vous avez des équipes qui vont travailler sur la plateforme, il faut que l'ergonomie du portail de cette plateforme-là soit simple, soit explicite, parce que je rappelle qu'on va suivre les statuts de la facture. Est-ce que je l'ai déposée, mis à disposition de mon client? Est-ce qu'elle a été bien reçue et comptabilisée chez mon client? Est-ce qu'elle est mise en paiement? Est-ce qu'elle a été payée, etc. Il faut pouvoir suivre ces choses-là de manière relativement simple et, euh, et puis, on a ajouté aussi pérennité de l'éditeur sur ces différentes plateformes. Sans cet acteur, on sait qu'il y aura des concentrations. Certaines plateformes sont en marque blanche, d'autres. Voilà, c'est quelque chose qui va être foisonnant et qui va certainement se rationaliser dans le temps, après quelques mois ou années d'exploitation du système. Et puis, pour faire le lien avec le premier point, quelle est la capacité de la plateforme à communiquer avec mes logiciels existants dans mon système, que ce soit mon système de facturation, que mon système de comptabilité ou de suivi autre de gestion. Donc, nous sommes sensibilisés à ces points-là, à la façon dont fonctionnent les différentes plateformes, et donc l'expert comptable peut être un appui pour analyser l'écosystème et les conséquences de l'intégration d'une plateforme agréée dans cet écosystème.
Au-delà de ça, nous sommes producteurs de comptabilité, etc., et travaillant déjà avec des éditeurs. Donc, bien souvent, la suite logicielle que l'on utilise pour produire les comptabilités pour le compte de nos clients a aussi une offre de service, aussi bien un logiciel de facturation, de notes de frais ou autre, que un service de plateforme agréée. Tous les grands éditeurs comptables français, Cegid, Agiris, Sage, enfin, vous avez eu BP, BP c'est Cegid maintenant, tous sont candidats à être plateforme agréée, donc ont une capacité de proposer un service qui s'intègre dans le- la production du cabinet d'expertise comptable. Et au-delà de ça, une initiative portée par l'Ordre des experts comptables s'appelle jefacture.com, donc qui est un moyen d'avoir accès à une plateforme agréée sans qu'elle soit attachée à aucun éditeur de logiciels de gestion de facturation comptable que ce soit. Et la plateforme jefacture.com ne fait que le service de transport de la facture électronique, juste un petit facturier qui a été inclus dedans. Mais voilà, c'est un moyen d'être déconnecté de toute contingence liée à des éditeurs. Et donc, la plateforme s'appelle jefacture.com. Donc sur jefacture.com, on peut faire nos factures. Ben, nos entreprises peuvent pas faire leurs factures. Alors, elle pourrait faire le facture, mais c'est un facturier très, très simple. Ouais. Typiquement, je pense que le cas d'usage, c'est je fais quelques factures de prestation de services euh, par mois. Je pourrais te faire sur Je Facture, mais on ne gérera pas des articles, toute une nomenclature de prestations, etc. C'est un facturier très, très simple. Y Micro, ça Par compris. contre, marche? Vas-y, David. Pour les micros, ça marche? pour les micros, ça marche, oui. Ah, cool. Euh, pour les micros, ou surtout, vous avez une SCI qui fait une facture de loyer par mois, assujetti à TVA, ben, il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel de Hmm, facturation pour hmm, ça. hmm. Ça peut passer par une plateforme agréée, et notamment par Je Facture. Voilà une bonne info de plus. Oui. Et, et ça peut l'être aussi pour les assujettis non redevables qui, effectivement, auront l'obligation de recevoir, donc en réception de Hmm. des flux, sans être obligés de prendre les services complets d'une PDP qui offre de la gestion d'établissement de factures, de la récupération bancaire et puis d'autres services. Donc, pour limiter les coûts, c'est assez intéressant. Donc le public auto-entrepreneur, entre guillemets, pourrait éventuellement utiliser l'outil. Oui, oui, oui. Si vous allez sur le site jefacture.com, il y a accès, accès au service directement depuis le portail sans passer forcément par un expert comptable. Hmm. D'accord. Passant par un expert comptable, le service Meilleur. euh, sera meilleur et puis on a peut-être un peu moins cher Ah oui. on a différencié les flux quand c'est recommandation interne ou que c'est acquisition directement sur le site. Mais voilà. Et donc, sur tous ces sujets-là, accompagner sur la conformité, l'automatisation, que ce soit choix de la plateforme ou même à disposition d'outils, on peut même aller plus loin parce que la facturation électronique se faisant, la délégation de tâches administratives de demain pourront se faire beaucoup plus facilement auprès des cabinets d'expertise comptable, que ce soit le suivi du statut des factures, les relances, la gestion des encaissements ou de la facturation. Tout ça, c'est des tâches euh, que les cabinets vont être en capacité de faire beaucoup plus facilement puisqu'on sera sur des flux totalement dématérialisés. Et donc, Et Fabien, on parlait de oui, jefacture.com, on parlait de nos autos. Il y a un coût, comment ça se passe? C'est un abonnement? C'est c'est gratuit? non, c'est un coût au flux.
c'est un coût au flux. En fonction du Entre volume de ces, documents. oui, par document en fait, et D'accord. dégressif en fonction du volume. C'est de l'ordre de quelques centimes par facture. J'ai plus tout à fait le détail parce que Non, non, mais on pourra c'est regarder, on dégressif, pourra mais voir. Ouais. et effectivement, pour aller plus loin sur cet accompagnement, sur la mise en place de la réforme de la facturation électronique, on a Ordre des experts comptables, un site qui s'appelle mafacture-monexpert.fr. Je vous ai mis le lien avec le QR code où vous trouvez toute une source d'informations diverses et variées sur ce qu'il faut faire, mettre en œuvre, apprendre, ou etc., ou quand il y a les cas d'usage, et les liens avec effectivement notre base documentaire liée à ça. Donc voilà le point d'entrée que les professionnels de la comptabilité peuvent apporter, l'essentiel étant bien sur le diagnostic. Quels sont tous vos flux dans l'entreprise? Est-ce qu'on saura les traiter avec le système informatique existant et l'intégration d'une plateforme agréée dedans? Et donc, quand on parle des cas d'usage qu'il faut bien avoir en tête, il y a quelques petits. Alors, je rappelle que la Fédération nationale de la facture électronique avec la DGFiP ont recensé aujourd'hui 36 cas d'usage possible de flux de factures. Et donc, à chaque fois, il y a une règle, une norme qui est associée. Je vais en prendre quelques-uns qui sont assez fréquents, mais qui illustrent bien les problématiques que ça va générer et enclencher. Premier cas d'usage globaux, c'est finalement comment je dépose, comment j'envoie une facture vers une plateforme agréée, comment je récupère une facture qui a été mise sur une PA, comment je vais transmettre des factures aux entités publiques, quelle sera la plateforme agréée, et comment je vais transmettre une facture à un non assujetti. Alors, par rapport à tous ces cas d'usage-là, déjà, le dépôt et la récupération, la réforme n'a pas spécifiquement prévu de lien entre les outils de facturation et les plateformes, entre les outils de gestion et les plateformes. Donc, certaines plateformes seront ouvertes sur des interfaces et de la connectivité, notamment au travers de connecteurs qu'on va appeler API standardisés AFNOR. Donc l'AFNOR a travaillé sur une norme, une standardisation de transfert de ces flux-là et une norme européenne qui s'appelle PEPOL. Et aujourd'hui, dans les développements que l'on voit, très peu d'acteurs PDP ont prévu des connecteurs tous azimuts pour adresser le marché. Donc ça, il faut bien valider qu'il y ait quelque chose qui existe. Sinon, la seule manière de déposer une facture sur une plateforme ou d'aller récupérer une facture sur une plateforme, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur les sites des acteurs de téléphonie ou d'énergie. Et ben, c'est le téléchargement. Aller sur le site, voilà, donc aller sur la plateforme et faire télécharger pour voir la facture. Ou de faire un cliquer déposer quand je suis émetteur et que je veux déposer une facture sur la plateforme. Donc, ça va pas, sans ces liens, sans ces connecteurs, ça va pas gagner du temps administratif d'avoir une plateforme, bien au contraire, parce que je devrais faire le geste d'aller déposer ou télécharger les documents depuis la plateforme. Quand on parle des entités publiques, vous avez aujourd'hui Chorus Pro. Ce sera toujours Chorus Pro qui va rester actif et le mode de fonctionnement avec Chorus Pro sera exactement le même que ce qu'on connaît aujourd'hui.
Et puis, enfin, la transmission des factures aux non assujettis, donc je rappelle, association à but non commercial et particulier essentiellement, ben là, je continuerai de la même manière à donner mes factures, c'est-à-dire papier ou envoi mail, etc. Je suis hors champ de la réforme de la facture électronique. Ma seule obligation dans ces cadres-là, ce sera le e-reporting, on n'en a pas encore parlé, et le e-reporting, c'est de transmettre à l'administration fiscale les données d'encaissement ou de paiement. Ça, le e-reporting se fera à partir des PDP, donc je serai obligé de déclarer et de saisir dans les plateformes agréées ce que j'ai encaissé ou ce que j'ai décaissé. Donc ça, c'est déjà le cas d'usage de base, c'est comment dans mon quotidien, je vais envoyer et mettre dans la boîte aux lettres les factures ou aller chercher les factures dans la boîte aux lettres. Maintenant, enfin, juste pour illustrer la complexité de ce que ça représente, sans rentrer dans le détail, on a schématisé le flux de la facture d'un point de vue technologique. Même si on dit c'est facile, ça va se faire tout seul. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui vont rentrer en ligne de compte, de flux informatiques, etc. Donc, quand les tuyaux vont tousser, ben, le service postal va tousser aussi. Et donc, il faut bien avoir en tête l'ensemble de ces flux-là pour comprendre que ça va être relativement significatif d'avoir bien testé la robustesse de notre système d'envoi de factures, de notre système de récupération de factures, et donc le choix d'une PDP qui offre cette robustesse-là oui, également. Alors, parcours normal d'une facture électronique et que se passe-t-il en cas de rejet ou de refus? Donc, je rappelle que le fournisseur, c'est lui qui émet la facture. Donc, émettre la facture, c'est sortir de son logiciel de facturation et la déposer sur une plateforme agréée. Il y a le statut déposé. Une fois que la pièce, la facture est déposée, il y a un contrôle syntaxique qui est fait par la plateforme agréée de l'émetteur pour dire est-ce que j'ai tous les prérequis et que c'est bien une facture électronique. Et à ce moment-là, la plateforme de l'émetteur va envoyer la facture sur la plateforme du client, donc de l'acheteur. La plateforme de l'acheteur va refaire elle-même ce contrôle syntaxique. Elle peut, à un moment donné, refuser en disant, bah non, finalement, vous avez laissé passer une facture. Pour moi, ce n'est pas une facture électronique, donc je refuse la facture, modifier le format de votre facture et je l'accepterai avant de la mettre à disposition de mon acheteur. Donc, rien que ce sujet-là illustre l'importance de valider la conformité du logiciel de facturation et la robustesse de la plateforme. Parce que si une facture est rejetée par la plateforme de l'acheteur, ça veut dire que l'acheteur l'aura jamais reçue. Et dans votre système de gestion de facturation, c'est automatiquement un avoir interne qu'il faut faire. C'est-à-dire la facture qui a été émise et qui a été rejetée doit être purement et simplement annulée dans le système de gestion. Je ne peux pas la modifier pour la renvoyer, elle doit être forcément annulée par, euh, par un avoir interne. Ensuite, si elle est acceptée par la plateforme de l'acheteur, elle est mise à disposition de l'acheteur qui la prend en charge et l'a dans son système. Comme à aujourd'hui, un acheteur peut être, peut ne pas être d'accord avec ce qui a été facturé. Donc, il y a une sorte de litige. Donc, soit je refuse la facture pour des motifs qui sont énumérés par la réforme, c'est-à-dire je n'ai pas les informations suffisantes pour pouvoir la qualifier conformément à ce que j'avais demandé sur le bon de commande, etc. Donc, dans ce cas-là, il la mettra en refusé. Et donc, si c'est un refus, même topo, la facture ne va pas transiter par la comptabilité de l'acheteur, sera renvoyée à l'émetteur et c'est un avoir interne chez l'émetteur.
Si j'ai un litige, cette fois-ci, elle sera acceptée par l'acheteur, mais il faudra traiter le litige avec le vendeur. Et c'est que au bout de ce schéma-là, quand tout le monde est d'accord et que la facture a été approuvée, qu'elle est mise en paiement et qu'elle est payée. Et donc, parmi tous ces statuts, il y en a les quatre qui sont en vert, qui sont obligatoires, pour lesquels une information est transmise à l'administration fiscale via le concentrateur de données. Voilà, j'ai déposé cette facture. Son statut, elle a été acceptée, donc est pris en charge par l'entreprise et elle est payée. Donc, c'est les PDP, enfin les PA qui vont s'occuper de ces informations et de ces flux-là. Et donc, en temps réel, l'administration saura où on en est du flux de la facture. Mais on voit tout de suite que si je n'ai pas facturé tout de suite conformément, dès lors que je vais avoir du refus ou un litige, ça va poser quelques soucis dans les flux qui vont être traités au travers des plateformes. Et j'ai juste mis un schéma derrière. Si une facture est en litige parce que l'acheteur n'est pas d'accord sur une partie de ce qui a facturé, et vous avez, je suis d'accord avec tous ces travaux-là, mais cette ligne-là, je ne suis pas d'accord avec, avec ce que vous avez facturé et que vous mettez d'accord entre émetteur et acheteur, fournisseur et acheteur sur la modification de ça, ça devra passer par un avoir partiel. Donc l'avoir partiel, il doit être aussi indiqué et mentionné dans le flux de facture électronique. Donc vous voyez que tous les cas, quand on parle d'un cas d'usage, tous les cas ont été documentés de cette manière-là par la FNFE, l'AFNOR et l'administration fiscale en disant, ben, j'ai créé une facture 1, elle a été en litige via le traitement commercial du litige. Du coup, dans mon système, je crée un avoir partiel sur cette facture 1. Donc, c'est l'avoir se retrouve rattaché à cette première facture et doit toujours être suivi en tant que tel en termes d'information comme étant un avoir rattaché à cette facture dans le suivi des statuts, dans l'approbation et dans le paiement. Et donc, de fait, dans la comptabilisation derrière, dans les systèmes comptables, que les deux informations F1, F2 arrivent en même temps dans les systèmes comptables. Ça va, ça va nécessiter quelques aspects de rigueur ou quelques difficultés ou temps de traitement significatifs quand il y aura de ce type de litige-là pour que tout le flux vienne se déboucler correctement et arrive aussi bien dans les systèmes de l'émetteur, du client acheteur et dans les systèmes de l'administration fiscale. Même chose, et point d'attention, je pense que vous avez déjà été sensibilisé à ça, la facture d'acompte. Je rappelle que le Code général des impôts, article 289, oblige toute personne qui encaisse ou décaisse, enfin, surtout toute personne qui encaisse de l'argent, d'avoir une facture en justification de cet encaissement. Donc, ça peut être une facture définitive de vente, mais si je reçois un acompte, je suis obligé d'émettre une facture d'acompte sur lequel figure de la TVA. Et je rappelle que ces mêmes articles dit que tout vendeur d'une prestation ou d'un bien a l'obligation de fournir une facture à son acheteur, mais tout acheteur a l'obligation de réclamer la facture. Et donc, l'un et l'autre sont tout aussi pénalisables s'il n'y a pas de facture lors d'un traitement. Donc, de fait, avec la réforme de la facture électronique, la facture d'acompte a toute son existence et tout son circuit de vie prévu au travers des plateformes agréées. Et donc, on va identifier à la fois la facture d'acompte et on va identifier la facture définitive qui se rapproche, qui se rapporte à cette facture d'acompte. Et les deux flux vont être traités euh, ensemble d'un point de vue de l'administration fiscale et les deux, leur statut au final
d'approuver et d'encaisser pour que l'administration fiscale puisse suivre que l'ensemble de cette opération s'est bien débouclé en temps et en heure et que la TVA afférente a bien été à un côté déclarée, de l'autre côté récupérée. Donc, pareil, les systèmes de facturation que vous avez, les systèmes de facturation que vous avez doivent être en capacité de gérer des acomptes si dans vos pratiques professionnelles, vous avez l'habitude de demander des acomptes. Rien qu'avec ces deux cas d'usage, de l'avoir sur un litige et de l'acompte, on va traiter déjà beaucoup, beaucoup de sujets et ça va clarifier tout de suite les logiciels qui seront en capacité de faire le travail. Pardon. Alors, j'ai juste pour sourire, j'ai mis en avant le, euh, le cas d'usage des notes de restaurant. Ça peut être assez cocasse. On a pour habitude d'aller au restaurant, on paye avec sa carte bleue personnelle et on fait un remboursement de frais. Dans le cadre de la facturation électronique, c'est toujours possible, d'accord? C'est toujours possible. Le seul point d'attention, c'est que si je suis en note de frais et que je ne suis pas passé par une facture électronique, la TVA n'est plus récupérable. Donc, il y a ce point d'attention qu'il faut avoir. Et dès lors que j'ai une facture de restaurant qui est supérieure à 150 euros, je suis obligé de passer par la création d'une facture, donc par l'émission d'une facture. Si, si je reste sur un ticket de note de restaurant habituel, ben, la TVA sur la note de restaurant supérieure à 150 euros hors taxe ne sera pas récupérable et n'existe pas au sens de l'administration fiscale. Donc, ça peut devenir vite significatif. Hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une facture pour toutes les notes supérieures à 150 euros? Ça veut dire qu'au moment où je vais régler, il faut que j'indique au restaurateur ou que le restaurateur me demande, eh ben, quelle est quelle est votre adresse de facture électronique pour que je vous adresse la facture via une plateforme agréée et que je mettrai facture acquittée puisque vous avez payé sur place, mais je dois forcément faire transiter jusqu'à l'entreprise cette facture de restaurant via une plateforme agréée. Donc, dans les habitudes et dans les usages, ça va changer un peu la donne. Est-ce que la DGFiP nous disait ce matin que les tickets de péage seraient. Enfin, on avait compris, enfin, je sais pas, Pascal, si tu as Ah ben, ticket de péage, et on est dans la tolérance des petites transactions. des Donc, petites transactions. Ouais, c'est ça, ouais. les 150 euros, Ouais, je l'ai mis sur les notes de restaurant, mais c'est valable pour toutes les petites transactions. ouais. C'est-à-dire une nuit d'hôtel, les péages, etc., en termes de frais de déplacement. Tout ça, ça passe sous le radar de la facture électronique parce que c'est des petites transactions. Mais Ouais. On n'a pas euh, eu le coup du seuil de 150 euros. Ouais. Et bah, sur les notes de restaurant, ça peut être significatif, ce Mhm. seuil de 150 euros. Sur les nuitées d'hôtel, il n'y a pas vraiment de sujet parce que la TVA sur les nuitées d'hôtel n'est pas récupérable, donc ça ne change Mhm. rien Mhm. dans le schéma, mais on a sur les notes de restaurant la possibilité de récupérer la TVA, donc ça a son sens. Ou si je veux payer comptant au comptoir ou etc., il faut forcément que je passe une note sortie d'une caisse enregistreuse n'est pas valable en termes de récupération de TVA. Il faut toujours transiter par une facture. Mhm. Et Bon donc, exemple. adresser une facture à quelqu'un, ça veut dire avoir une adresse de facture électronique. Et donc, avoir une adresse de facture électronique, c'est être connu dans l'annuaire. Alors, les points d'attention qu'on peut évoquer sur l'annuaire, aujourd'hui, l'annuaire est traité est géré par l'État, c'est la IFE qui est en responsabilité de cet annuaire. Ils ont aujourd'hui inscrit de mémoire 16 millions d'entités dans cet annuaire.
C'est-à-dire qu'ils ont inscrit toutes les entités assujetties à la maille du SIRET. C'est-à-dire le SIRET, je rappelle, étant la concaténation du SIREN, donc l'identifiant de la société personne morale, enfin l'entreprise, et du code NIC qui correspond à l'établissement. Donc si vous avez une société avec deux établissements, parce que vous êtes implanté un pied en Bourgogne, un pied en Franche-Comté, et vous avez deux entités, deux établissements, vous avez deux lignes qui ont été créées vous concernant dans l'annuaire. Il y en a une, si vous voulez avoir qu'une seule boîte aux lettres ou qu'un seul adressage, il y a une de ces deux lignes qui sera supprimée. C'est Alors, pour ça qu'il vaut mieux travailler au SIRET qu'aux sirènes. Ben, le, oui et non, ça dépend l'organisation de l'entreprise et puis les flux, etc. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler au SIRET qu'aux sirènes. Ouais. non, Fabien, le coût du resto là, a commencé à... On a des petites questions. Donc, deux, en fait, et le ticket essence, est-ce qu'il passe en dessous, c'est pareil, est-ce qu'il passe en dessous, C'est celui-là? pareil. Ticket Ouais. essence, c'est pareil. Et donc, il y a 150 euros aussi? Imaginons une boîte de transport avec des camions, ce genre de choses. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bah, de OK. toute façon, sur l'essence professionnelle, enfin, on aura tendance à privilégier ou à préconiser d'avoir un compte Oui, avec oui, un une carte, machin, prestataire, ouais. avec une carte d'un Oui. prestataire carburant et avoir une facture mensuelle ou etc. Et là, on Mhm. n'aura pas de sujet de récupération de TVA. Effectivement. Et puis le dernier sur les remboursements de frais auprès d'un salarié qui aurait acheté des petits matériaux Ah dans. ben, exactement la même chose. Ça fait partie des cas d'usage. Euh, Effectivement, achat fait par un salarié avec ses deniers personnels ou avec la carte de l'entreprise. Au moment où il fait l'achat, il doit indiquer qu'il souhaite une facture électronique, donc indiquer l'adresse électronique de l'entreprise. S'il y a pas ça, si ça passe pas par le flux des plateformes agréées, la TVA associée n'est pas récupérable. Ok. Et donc l'adresse en question dont vous parlez, c'est le Sirène? Enfin, ou Alors Sirette en justement, l'espèce? c'est ce qu'on a sous les yeux. Ok. C'est Ça prend quelle forme? l'entreprise. Alors l'entreprise a le choix de définir quelle adresse, quelle forme d'adressage elle veut utiliser. La maille la plus simple et la plus courte, c'est le sirène. De toute façon, à minima, l'adresse de facture électronique, ce sera le sirène. C'est pour ça que c'est devenu une mention obligatoire sur Ouais. les factures de mettre le sirène de l'émetteur et du récepteur de la facture. Ensuite, il peut agrémenter cette adresse électronique principale de trois champs. Le premier, le NIC, pour partir avec le SIRET, Attends. et on peut y ajouter un suffixe ou un code de routage. Alors, suffixe et code de routage, euh, euh, enfin, pour l'expliquer, je prends une société structurée ou une société industrielle qui a un ERP qui gère sa production et que toutes les factures de matières premières et qui sont directement intégrées dans le flux de production doivent être reçus par le RP pour pouvoir suivre ses coûts internes. Et par contre, tout ce qui est frais généraux, ses factures enfin, honoraires, en maintenance, etc., qu'elle n'intègre pas dans le coût des produits, ça arrive directement au service comptable et c'est traité dans son service comptable. Dans ce cas-là, on pourra utiliser un code de routage pour dire ce type de facture, elles sont routées côté ERP, donc récupérées par le ERP depuis la plateforme, et les autres factures, elles sont récupérées par le système comptable. Euh, et, euh, et le code de routage, ce sera, à mon sens, souvent utilisé dans, quand vous facturez des
entreprises plutôt les grandes entreprises structurées qui ont des multiservices pour que les valideurs de ces services aient accès à la facture sans trop d'efforts. Par exemple, c'est une facture qui doit aller au marketing, c'est une facture qui doit être prise par les infrastructures, etc. Hmm. Donc, vous pouvez être amené à devoir renseigner sur la facture que vous émettez l'adresse électronique de l'entreprise qui, si on prend plus large, c'est ce qu'on a sur la dernière, adresse électronique additionnelle de chaque établissement, ben, ça va être un sirène, sirette, code de routage, suffixe. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est le diagnostic et les différentes typologies de flux que vous recevez dans l'entreprise qui vont permettre de dire est-ce qu'il faut utiliser une adresse électronique complexe ou est-ce que la maille du sirène suffit, la maille du sirette est suffisante. Hein, oui, sur adresse électronique fonctionnelle de la forme, l'exemple, vous avez sirène avec achat de type 1 et puis sirène achat de type 2. Hmm. Et donc, ça va distribuer dans l'entreprise qui reçoit la facture différemment euh, les factures qui sont reçues dans ce type-là. Petit rappel aussi, peut-on souscrire à plusieurs plateformes? Oui, je peux avoir plusieurs plateformes en émission et plusieurs plateformes en réception. Typiquement, une entreprise qui a à la fois de la vente au coton et de la vente en ligne sur Internet, il y a de fortes chances qu'elle ait deux plateformes agréées pour gérer ses flux entre la facturation qui était faite au comptant qui va se déverser sur une première plateforme et celle de ses flux en ligne qui va se déverser sur une autre. Et je ne suis pas obligé, même si je n'en ai pas plusieurs, je ne suis pas obligé d'avoir la même plateforme pour gérer mon émission que pour gérer ma réception. Et des fois, il sera plus facile d'avoir deux plateformes qui communiquent parfaitement avec nos systèmes, avec les systèmes de gestion interne, que ce soit le facturier en émission ou que ce soit le logiciel compta en réception, plutôt que de vouloir prendre qu'une seule plateforme et d'être bloqué dans les flux. Donc, je rappelle que c'est à l'entreprise de demander son inscription auprès de la plateforme agréée, mais il n'y a que la plateforme agréée qui a en capacité de modifier ou d'écrire dans l'annuaire. Alors, donc, je donne mandat, c'est ce qu'on a sous les yeux, je donne mandat à la plateforme agréée pour mettre les informations dans l'annuaire de la facture électronique. À ces titres-là, l'administration fiscale nous a reconnus experts comptables comme tiers de confiance. Donc, les entreprises peuvent nous donner mandat de faire les démarches auprès des plateformes agréées pour renseigner les informations du mandat de souscription et le faire à la place des entreprises vis-à-vis des plateformes agréées. Le point d'attention, la souscription à une plateforme agréée, c'est un contrat. Donc, il y a des clauses associées au contrat. Donc, qui dit clause associée, il y a des devoirs et des obligations, notamment de chacune des parties. Attention au délai ou au délai de souscription au minimum. Attention, ça va faire comme la téléphonie. Attention aux frais de résiliation au Hmm. besoin, parce que je peux changer de plateforme Ouais, comme je transfert. veux. Hmm. Je peux transférer, et là, c'est géré par la réforme avec des délais, une certaine portabilité comme pour la téléphonie. Mais par contre, il peut y avoir des coûts de résiliation auprès des plateformes. Donc, pas se précipiter et s'inscrire trop tôt si je n'ai pas fait ce diagnostic et à imaginer mes flux avant de m'engager sur une plateforme. Ouais, une heure. J'ai fait le tour des points d'attention que Bravo. l'on évoque en tant qu'expert comptable vis-à-vis de nos entreprises clients. Non, très clair, hein, je pense, David, tu es d'accord avec moi, hein, Bah ouais, ouais, c'est bien, bien illustré tout ça, à telle enseigne qu'on n'a pas une question. Je pense que ça va être parfaitement limpide dans l'esprit de nos auditeurs. N'hésitez pas, hein, si vous avez une question, on peut encore
solliciter Fabien pendant qu'il est là. Mais oui, ouais, ça a été bien. Merci. De toute façon, je pense que je vais parler aussi avec au nom de David, c'est qu'on sera amené certainement à refaire ce genre d'informations auprès de nos entreprises parce qu'on en est entre guillemets qu'au début, hein, Oui, même. oui. Et Oui, voilà, il va falloir qu'on fasse passer les messages et puis au fur et à mesure, c'est l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, on découvre des choses auxquelles on pensait pas forcément, hein, les notes de resto, les Hum, tickets, hum. etc. Au début, on s'est dit bon, une facturation classique, a priori, ça pose pas trop de soucis, mais après, on va avoir des cas de figure qui vont arriver quasiment au fil de l'eau, quoi. Oui, c'est ça. la vraie vie va venir télescoper la théorie là ouais, donc on aura des vrais cas, effectivement. Et le pilote des plateformes va véritablement démarrer qu'à partir de janvier. Hum. Oui, 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 oui. Elles seront en capacité de montrer qu'elles savent traiter du flux qu'à partir de janvier. Donc, ce qu'on préconise, Ordre, c'est d'analyser, de faire ce diagnostic pour dire quel est le chemin que j'ai à faire pour être prêt, mais surtout ne pas se précipiter en termes de souscription avant le début Hum. de l'année 2026. Oui, on a répété ça toute la sainte journée en disant pas, surtout pas de précipitation, comparaison, prudence, et puis voilà, on a le temps de se mettre, de se renseigner suffisamment en amont avant de signer quoi que ce soit. Ouais. Et, euh, Et pour le coup, expert comptable, on sera certainement des interlocuteurs privilégiés de tout cet ensemble-là, ne serait-ce que par la pratique et la multiplicité des pratiques et des cas qu'on aura vus Hmm. via nos portefeuilles, via nos clientèles. Tiens, on a une question spectateur anonyme. Alors c'est bien dommage parce que les questions sont sont très pertinentes. Est-ce qu'une SCI professionnelle devra forcément faire une facture électronique pour les loyers de ses locataires ou la quittance de loyer suffira? Alors, la différence justement entre une quittance et une facture, c'est l'assujettissement à la TVA. Oui. Donc, sur la SCI, deux principes. La SCI est un assujetti, donc soumis à la facture électronique au même titre que le médecin. Donc, la SCI devra avoir une plateforme pour recevoir ces factures, quand bien même elle ne récupère pas la TVA. Je ne peux pas dire, si ma SCI a le compteur EDF, je ne peux pas dire à EDF, je refuse Ouais. de recevoir la facture via votre plateforme, envoyez-moi-la par mail ou par courrier, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier point. Et maintenant, sur la SCI, vis-à-vis des loyers qu'elle veut encaisser, soit elle est dans le champ d'application de la TVA parce que c'est un local professionnel, un bail commercial assujetti à TVA. Dans ce cas-là, il y a l'obligation de faire une facture, donc l'obligation d'émettre une Hmm. facture électronique et de la déposer sur une plateforme. Soit la SCI a comme locataire ou loue un local d'habitation nu, donc elle est hors champ d'application de la TVA. Donc dans ce cas-là, elle fait une quittance, c'est pas une facture, donc ça transite pas par le flux de facturation électronique. Parfait. Corinne qui demande où est-ce qu'on peut prendre connaissance des 36 cas d'usage que vous avez présentés. On peut prendre connaissance des 36 cas. Je pense qu'en cherchant sur le web, sur Sur servicepublic.fr, ouais, impôt point. Ouais, la DGFiP nous a service renvoyé sur, public, ouais, sur ouais, info. Hmm. là, et je pense également que sur ma facture, mon expert, ils sont cités. Dans Connaître la réforme ou Apprendre, ça s'appelle. Euh, pour moi, ils sont cités. Alors, j'ai évoqué l'avoir partiel, le refus, etc. Il y a l'affacturage, la facturation pour compte de, les débours, parce que je fais appel, euh, je fais appel à un avocat qui fait des frais pour mon compte si je veux pouvoir récupérer la TVA sur ces frais-là, et ça devra rentrer dans le schéma de facturation électronique. Voilà, c'est tous les petits cas comme ça qui sont évoqués dans la réforme. La DGFiP nous disait ce matin qu'ils ont fait sur impôt.gouv.fr le côté pro, ils ont fait justement des pages web dédiées avec des FAQ Mm. sur justement la facturation électronique. Donc c'est pas mal de passer un peu de temps pour aller creuser et croiser l'info. Ça peut être Et ben, intéressant. sur ma facture, mon expert, on a fait aussi des fiches Ouais, métiers. top.
Donc, Hmm, typiquement, l'artisan, le commerçant, on a fait la SCI. hmm. Elle fait partie en disant, voilà les points d'attention que vous devez avoir quand vous êtes dans ce sujet-là, vis-à-vis de la facture électronique. Parfait. Plus de questions. Oui, je pense qu'on a à peu près fait le tour, David, Ben, on est hein. bien là. On est bien. On est bien. Ben, on remercie Fabien. Ben oui. Merci beaucoup, c'est moi. David, je te laisse prendre le relais, Ouais, attends, s'il te je plaît. m'embrouille dans les boutons là. On y est ou pas? Oui, c'est bon. On y est. Top. Donc oui, donc juste vous rappeler pour terminer que nous effectivement toute l'équipe numérique vous accompagne sur donc ce sujet-là, mais évidemment sur tous les autres. Donc là pour l'instant on est vraiment en phase de découverte sur sur la facturation électronique. Donc là aussi la vraie vie va vite nous rattraper, mais ce sera bien d'avoir des cas. Et donc ouais, on a toujours les prestations pour lesquelles on peut vous accompagner et d'autres au besoin. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et d'ailleurs, je crois que Pascal avait un petit sondage à vous lancer avant la conclusion. Voilà. Simplement, est-ce que vous avez parmi vos besoin de nous solliciter, que ce soit sur le numérique ou sur d'autres sujets au niveau de la chambre, hein, n'hésitez pas. Hmm. Voilà, on fait passer le petit sondage habituel. Si vous souhaitez vous faire aider, bon, sachant qu'on est sur un sujet, bon, je ne vais pas dire on en est aux prémices, hein, sur la facturation électronique, mais voilà, il va falloir qu'on Théorique, continue. un sujet Voilà, théorique pour théorique, l'instant. c'est ça. Hein, il va falloir qu'on continue à vous informer. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'on ressollicitera les différents intervenants Hmm. qu'on a eu aujourd'hui pour continuer à faire passer les messages parce que voilà, c'est un sujet qui va fortement impacter les entreprises. 2026, 2027, et puis après, les nouvelles entreprises qui vont se créer seront également dans la même logique. Donc, on a encore un petit peu de temps pour travailler sur ce sujet, je pense. Voilà, on va laisser encore quelques petites minutes, quelques petites secondes, hein, les minutes. N'hésitez pas, vous avez nos mails. Donc, normalement, les supports, il y en a quelques-uns qu'on a enregistrés. On va voir si on peut vous les diffuser, hein, suivant les prérogatives de nos intervenants. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le contenu de la journée. C'était une première pour nous, hein, Oui, avec David. donc Voilà, on essaie. 200 personnes, on a eu Ouais, 200 personnes tout le long de la journée, donc c'est chouette. voilà, hein. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de de vos remarques, hein, par rapport au contenu, par rapport aux intervenants. On a testé un petit peu une nouvelle formule aujourd'hui, hein, donc, on va voir si ça vous intéresse et si on continue sur ça. Et bah, tiens, j'ai une de mes collègues qui me dit c'était super. Bah, voilà, on remercie les collègues et les copains. Et les intervenants, bien sûr, parce que c'est eux qui ont quand même Oui, qui ont fait le job, ont ouais. fait le job, Hmm, hein, hmm, voilà. hmm. Nous, on faisait les candides derrière. Voilà. Voilà. Et je vais mettre fin au sondage. Allez. Voilà. Et Hop. puis moi, Et voilà. alors oui, les prochains événements donc à venir, donc la semaine du numérique, les webinaires qu'on a les troisièmes jeudis de chaque mois, l'IAD Pro qu'on met en place à Besançon justement à la chambre de métier. Donc c'est une journée durant laquelle tous enfin, les intervenants les intervenants, les entreprises qui manipulent l'IA toute la journée eh bien, vous feront des démos. Donc là, ça peut être aussi intéressant. Et puis évidemment, la semaine du numérique qu'on met en place 2 fois par an et qu'on a plaisir à animer tout au long de l'année. Hop, ça c'est fait. Merci de votre attention. On arrête là? Et ben, on arrête là. Allez, Merci feu. Fabien à nouveau. Merci beaucoup, Je Fabien. vous en prie. Merci beaucoup. À Bonne fin de Et merci bientôt. à journée. tous. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Bonne Au continuation. Au revoir. revoir.